d'abonnement. Le CRTC a pris ses décisions au terme d'une étude sur la télévision conventionnelle. L'organisme a jugé que la santé financière des entreprises de radiodiffusion ne justifie pas l'imposition de frais additionnels aux abonnés du câble ou des services par satellite. Une enquête menée par Crop pour le compte d'Éducalcool révèle que les Québécois entretiennent une relation saine avec l'alcool. On en parle au retour. Vous avez entre 50 et 75 ans? À danser, d'apprendre à mieux chanter, tout ça. Moi, c'est ça qui me fait accrocher tout de suite. Là. Je fais, oui. Dans quelques minutes seulement, on rencontre le polyvalent comédien Patrice Bélanger. Tu veux tout faire? Ben écoute, jusqu'à ce que je manque mon coup, là. Ce qui est peut-être déjà arrivé pour me... Ah, on signale que oui, c'est déjà arrivé. Et on vous présente Le Coin de paradis de Nicolas Sarkozy. Attention! Il ne vous reste que 2 jours avant l'ouverture de la ronde. La ronde fête ses 40 ans. Régulièrement. Oui, des pommes de terre, je sais pas, des Idaho? Des Idaho. Ben oui, effectivement, c'est des pommes de terre Idaho. Mais... Je pensais que c'était des Rossettes, peut-être, ou Idaho, je ne savais pas. Non, ce qu'il faut savoir... Rapproche le plus de ce que l'époque des cabarets. Là, il court après sa sacoche. Il n'y a plus personne qui nous écoute. Mais on est très cabaret, nous autres, dans notre genre. Ce numéro-là était le numéro le plus... Sommes-nous en ondes? Est-ce qu'on vous a dit que c'est en direct? Il n'y a pas de montage. Il n'y aura pas de montage, là? Non, c'est pas coupé, puis il n'y a pas de montage, puis rien de ça. Bonjour, alors, merci d'être là. Oui, ça arrive une cravate, peut-être. Oui, ça va, hein? Mais Claude, hein? Non, alors 10 000 émissions... Non, j'exagère peut-être, mais... En tout cas, au moins... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une calculatrice pour compter une moyenne de 225 shows par année x 15? Au moins 5 000 émissions. Ça, on va vous trouver ça. Oui, 225 fois par année. Pourquoi, Michel, je me suis trompé parce que c'est 5 000 émissions, mais 10 000 sketchs. C'est ça que je me suis trompé. Ah, c'est 10 000 sketchs, mais 5 000 émissions. C'est sûr. Remarquez que si vous avez une calculatrice à portée de la main, pas vous deux, là, mais à la maison, si vous avez une calculatrice et que vous la trouvez... Ah bon, on vient de me communiquer la réponse, 3375. Ah oui? Il faudrait faire le vrai calcul, mais on avait fêté la 10 millième. J'avais raison, mesdames, messieurs. Restez branchés, je suis brillant. Oui. Ça repose là-dessus, hein? Ça, on verra ça au fil de l'émission. Parce qu'on a jusqu'à moins quart. Parce qu'on ne peut pas dire que vous n'avez pas fait des folies. Oui. On en a fait beaucoup. 10 000 sketchs, vous en avez fait à la radio, mais vous en avez fait sur scène aussi. Il y en a un qu'on n'avait pas osé présenter lors de votre première visite. Parce qu'on a dit, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas les grandes gueules, qui ne connaissent pas José, qui ne connaissent pas Mario. Je me recule, j'ai peur. On va y aller mollo. Alors, non, voyons, c'est acheté un grand écran. Alors là, on va le présenter, ce bout-là, de votre spectacle sur scène. Non. Camacho! Jocelyne, je t'arrête tout de suite, là. Vous faites une erreur, OK? Oui. Le Kama Sutra, Jocelyne, c'est pas de l'autodéfense pantoute. Non, c'est des positions érotiques indiennes, Jocelyne. OK? Non, oubliez ça, c'est pas grave. Dites-moi plutôt, Jocelyne, avez-vous rempli le... Ah oui, ça, là. Avez-vous rempli le questionnaire que... J'ai adoré le questionnaire, là. C'est le fun, ça. Dérange pas trop? C'est n'importe quoi. Oui, c'est très élégant. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Avez...
Me trompais-je ou si c'était un numéro improvisé? C'était à chaque soir, et c'est le numéro qui se rapproche le plus de ce que l'époque des cabarets. Là, il court après sa sacoche. Il n'y a plus personne qui nous écoute. Mais on est très cabaret, nous autres, dans notre genre. Ce numéro-là était le numéro le plus slapstick du show et qui nous permettait de partir sur des envolées. Moi, le numéro du divan, je peux faire ça des soirs, peut-être pendant 5 minutes. Là. Ça a commencé très tranquillement avec Chantal Lamarre qui avait fait la mise en scène. Elle m'a dit, José, t'es un petit peu statique dans ce numéro-là. T'es plus à la radio, là. Permets-toi de bouger, t'aimes ça, puis j'adore ça. Elle a fait la gaffe, disait, tu peux en mettre un peu plus. Regarde, bon. Les soirs où tu as des salles, c'était un numéro en presque début du spectacle, hein, le deuxième numéro du show. Il y a des soirs où la salle était fébrile en commençant, là, ça, comme ça. Il y a d'autres soirs, on les réchauffait avec ça vraiment comme ça. Ça, c'était André Mathieu, je pense. Celui-là, oui, c'était exactement. Et là, la salle, tu les entendais monter puis crinquer, puis là, je mettais le paquet sur glisser sur le divan, puis je ressautais dessus. Je partais à courir, des fois, je partais à l'autre bout de la salle. De la scène, je plongeais dessus, je me suis amusé. Vous êtes jamais cogné nulle part? Oui, je me suis fait très mal. C'est fait très, très mal. J'ai encore mal à l'épaule suite à une mauvaise chute avec... Mais quand les gens rient, on dirait que t'as pas mal. C'est après que tu réalises que t'es allé trop loin. Mais nous, ça nous fait réaliser aussi qu'après 15 ans, vous partez. Ça veut dire que des folies comme celle qu'on va voir là, pendant qu'on va parler, ça veut dire qu'on n'en aura plus ou si on risque de les retrouver ailleurs. On va les retrouver ailleurs. C'est le but, là. Ce que sont mes folies, là. On peut pas prendre notre retraite tout de suite, on a juste 36 ans. Non, mais les concours là, que vous faisiez, par exemple. Les concours? Des concours, ben, c'est parce qu'il veut nous montrer un truc. Ah oui. Ah oui, le concours du plus long French Kiss. Oui, c'est ça. Ça a été... Oui, mais j'ai embrassé Mario pendant 44 heures. Oui. Non. La même journée? Non. Non, mais les gens faisaient ça pour gagner un voyage, puis c'était dans le cadre, je pense, de la Saint-Valentin. Oui. Et les gens, il y avait une pause de, je pense, 5 minutes à l'heure. Et tout le reste de temps, ils devaient être collés un contre l'autre. Qui pouvaient accumuler. Oui, exact. Exactement. Quand même, à un moment donné, je veux dire, si tout le monde connaît l'histoire de la laine du matin, vous vous imaginez après 24 heures de... Ah, ça, c'est rien. C'est parce qu'en plus, il y avait un buffet pour eux autres quand ils prenaient des pauses. Et dans le buffet, des pinottes. Il y avait des pinottes. Des falafels. Non, mais il y avait des pinottes, puis il y avait des moitiés, tu sais, des œufs, là, avec de la mayonnaise et tout ça. Tout t'a donné une haleine, là. Un bijou. Non, mais les filles, ce qui était le plus dur pour les filles, c'est que le gars arrive, il était rasé, mais la barbe pousse quand ça fait 36 heures que tu t'embrasses. Normalement. Normalement, ce qui fait que là, les filles venaient... Comme ça, vraiment un contour de clown, là. Comme ça. C'est vrai? Oui. Non, c'était pas un concours facile, là, mais quand même un voyage à gagner. Oui, quand même. Et les gagnants, avez-vous le chiffre? Combien de temps ils ont fait? Je pense que c'est une quarantaine d'heures. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est une quarantaine d'heures. Et ça a l'air que toute la semaine de vacances qu'ils ont eues, ils ne se sont pas embrassés une fois. Non. Ils sont tout de suite passés aux choses sérieuses. Les préliminaires étaient faits. Non, mais ils ne connaissaient pas. Ils sont juste allés au concours. Mais il y en a, il y a des couples qui se sont formés expressément pour ça. Dans la salle? Oui, ils s'étaient rencontrés genre la veille ou quelque chose comme ça. Je suis inscrit à tel concours, viens avec moi. Oui. Ils se sont mis à s'embrasser comme ça. Mais écoute donc. Ouais. Il y a pire rencontre, hein? C'est comme occupation double, mais... Ouais. Commencez pas dans vos bitcheries, parce qu'on en a nous autres aussi. Ah oui? Je suis pas inquiète. Non, l'équipe est très heureuse. On a été réservé un petit peu, là. OK. Merci. Vous êtes gardé de la gêne? Oui, on s'est gardé une gêne. Okay. On va vous montrer ça, là, juste en photo. Oui, ça, là, le film complet, la chanson complète, là. Non, ça aurait valu la peine. Oui? J'avais 15 ans là-dessus, je pense. Et j'ai... Oui, t'avais 15 ans, mais t'avais encore la petite voix, toi. Comme ça, oui. Toi, t'as gardé ta voix jusqu'à 16 ans. Et le poil qu'on me voit sur l'estomac, évidemment, c'était pas à moi. C'était du tapis? Non. Ce que j'avais fait, c'est que ma mère, elle avait un vieux vison. OK? Qu'elle gardait pour, j'imagine, donner un cadeau à quelqu'un. Et moi, dans la nuit, j'étais allé voler son truc dans le garde-robe et j'avais coupé l'étole de son vison, comme ça. Puis là, j'avais tout coupé puis je m'étais collé ça. Rasé le poil? Oui. Son manteau? Oui, c'était un truc à 2500$, là, puis j'avais rasé le poil puis je me l'étais collé sur l'estomac. Mario avait pour un show pas payant, là, tu sais. Il n'y avait pas tellement la notion de ce qui appartenait aux autres à cette époque-là. Pas beaucoup non plus. Maintenant, mais mieux... Oh non, pas ça, s'il vous plaît. Moi, José, je me retiendrai de parler de Mario, je t'avoue. Et ça, là, c'est pas une moustache de jus de raisin, c'est une vraie moustache, là. Non, mais ça, là, vous savez, quand vous avez 16-17 ans, puis
vous êtes content d'avoir une moustache parce que ça prouve que... Faut en montrer. Faut la montrer, la moustache. Mais maudit que c'est laid. Avec notre coach d'impro de l'époque, Jean-Pierre Aubin. J'ai l'air d'un Mexicain. Non, ce qu'il y a de pire, c'est que là-dessus, vous avez l'air d'avoir à peu près 13 ans. Ouais, mais j'en ai 32. Ouais. En secondaire 3, 32 ans. On a toujours été vite. Il y avait de la misère avec les mathématiques. J'étais jeune, là, j'avais 14 ans, peut-être 13-14 ans. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Et Jean-Pierre, qui était un coach d'impro exceptionnel, Jean-Pierre Aubin, là, que je salue. Salut, Jean-Pierre. Et vous savez que ces deux gars-là, ce sont deux gars sérieux. C'était deux gars sérieux. Oui. Très longtemps. Que vous avez été dans l'armée canadienne 3 ans. Pendant 3 ans, oui. Et vous dites que c'est ça qui vous a discipliné? En fait, je l'étais un petit peu avant. J'ai toujours un côté, comment ils disent ça? Malade fou. mental. Mais l'armée m'a vraiment rendu très discipliné, puis m'a montré atteindre mes objectifs. Oui. Ouais. Et vous étiez sur la colline parlementaire. Oui. Bon, c'est ça. Je m'attendais à la même affaire. Ah non, il y a des bébites dans le traîneau, là. Oui. Oui. Ceux qui ne le croient pas, là... Ben oui, je les avais gardés pour le prouver. Votre carte d'identification. Exactement. Ouais. Mais là-dessus, aussi, vous avez l'air d'un gars de 12 ans. C'est incroyable. Non, mais là, j'ai 20 ans à cette époque-là. 20 ans, mais j'allais plus jeune que sur l'autre photo d'avant. Avec la moustache? Hein? Oui, la moustache. c'est vrai que dans ce cas-là, ça vous aurait vieilli. Mais là, c'est rien pour avoir un gouvernement majoritaire, ça. Hein? Non. Mais... Bureau du premier ministre, vous faisiez quoi au bureau du premier ministre? Moi, j'ai fait vraiment un peu de tout, dans le sens où j'ai été messager au début, j'ai aidé le chef de cabinet à emballer, à déménager. Goûteur, chauffeur, j'ai fait plein de trucs. Et à la fin... Goûteur? Non, il dit n'importe quoi, goûteur. Non, mais moi, ça m'aurait pas étonné, pas tout. Je goûtais le chocolat noir de M. Bourassa avant de lui donner. Oui. Mais, et à la fin, j'ai eu la chance d'être responsable de logistique. Ça, c'était très agréable parce que j'accompagnais l'équipe. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de vraiment important dans l'organisation pour le public, mais pour les gens, t'es la personne, t'es le gopher, hein? Va me chercher ici, il me manque ça, va faire une photocopie de ci. Ce qui fait que là, je suivais l'équipe et j'étais témoin des grandes décisions du Québec. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, mais vous avez dû jurer, probablement, prendre des engagements, écrire... je sais pas, une lettre pour la confidentialité. J'ai pas signé de document semblables. J'espère que non, parce que tu nous as tout au téléphone. Moi, je quitte le plateau. Alors, les troubles commencent aujourd'hui. Oui. Je pensais que ça allait bien, c'est ici que ça part mal. Non, mais j'ai pas rien signé, mais il y a plein de choses que tu sais pas, Marie. Ah oui? Ah, il y en a ça tellement. Ça me surprendrait. Ah ouais? In your face. Après 15 ans. Oui. Il y a encore des choses. Ben, en fait, ça fait 15 ans la radio, mais ça fait combien d'années qu'on se connaît? 25 ans, nous autres. Oui. 27 years old. Yes. Ouais. Puis il n'y a pas à dire, c'est pas le sexe qui vous garde ensemble. Non. Oh non, Dieu merci. Parce qu'il baise mal. Je vais le dire, il baise mal. Ça me dérange pas. J'ai du cœur, tu sais, j'ai du cœur, je me donne à fond. Ouais, donc, il y a un fond d'amitié profonde. Ben oui, c'est sûr. Oui, malheureusement, oui. Ouais. Mais il faut aller au fond. Non, oui, non, mais écoutez, c'est une amitié qui est passée par plein d'émotions toujours. Des hauts, des bas. Des hauts, des bas. C'est une vie de couple, là. Exactement. On va prendre un petit temps d'arrêt, que vous preniez votre souffle, une coupe de gorgée. Okay. Et, mesdames, messieurs, si vous vous demandez ce que le téléphone cellulaire fait sur la table, c'est que Mario est avec nous ce matin et on était à peu près sûr qu'il ne serait pas là. Moi aussi. Pourquoi? Bien, parce que ma blonde, on attend un bébé là, dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Fait que ce matin, je me suis levé, j'ai demandé à ma blonde, est-ce que c'est pour tout de suite? Là, elle me dit non. Fait que j'ai embarqué dans le char, je me suis emmené ici. Et d'ailleurs, si le bébé vient au monde actuellement, on l'appelle Michel. Mais on attend, là. Il est arrivé des affaires comme ça ici, hein? Ah oui? Oui. C'est déjà arrivé en direct? Ah non, attends, c'est pas moi qui sonne, là. Non. Hey, je suis vraiment... on est tous une dame. Pendant que quelqu'un m'appelait, là. Okay. Hey, dois-tu souhaiter que ça sonne pas, là? Ah non, je veux pas que ça sonne pas tout de suite. Revenons à une de vos niaiseries que vous avez faites. On adore ça. Vous se rappelez des souvenirs, de toute façon. Oui. Ça fait du bien. Oh, et moi, je suis bien avec toi. On dirait Enrique. C'est oui, c'est lui. Et le message. Jamais personne d'autre avant toi ne m'avait donné autant de plaisir que toi.
préféré? Ben, écoutez, là, ben, j'ai rien de ça en ce moment. Prends Mais ma écoutez, ben, connaissance. un club échangiste, ma conjointe a perdu son stérilet. Juste le département. Tu rappelles pas, me semble, s'il fallait que ce soit vrai, tu rappelles pas, tu gardes la gêne, tu sais. Tu passes ça à brasser, là. Ouais, ça a brassé aussi. Hein, Ou quelqu'un qui a des fins de semaine, qui a des semaines assez serrées. Ouais. Bon, de façon d'expliquer les choses. Y a-t-il une possibilité de vous voir en Europe bientôt? Et, attends, c'est Michel Anne de Vänersborg en Suède, pardon. Ah oui? Qui envoie ce courriel. Ben, la magie de l'Internet, c'est incroyable comment il y a des petits clans francophones qui nous écoutent. On et d'autant reçoit souvent plus des messages. bon, c'est ça. Alors, simultanément, l'émission que l'on fait aujourd'hui, pendant qu'on la fait, elle est diffusée partout sur le net. Sur Internet. Oui, exactement. Alors, les gens de n'importe où peuvent vous envoyer un courriel comme celui-ci de Suède. Wow. Et juste peut-être rappeler l'adresse tva.canoë.com. Et si cette demoiselle de la Suède nous a trouvés sur Internet, vous allez nous trouver. Fait que si on fait un show en Suède, à un moment donné, il va y avoir au moins une personne dans la salle. Il y en a une. Oui. On va lui donner un billet, mais... Avec un billet donné. Mais en Europe, nous, pour répondre à sa question, je ne sais pas. On a tellement de choses encore qu'on veut faire ici, mais il n'y a rien d'impossible. Hein? On avait été approché à un moment donné pour ça. Il y avait des producteurs français qui étaient venus voir le premier spectacle. Ils étaient venus nous voir à la fin. On n'a rien compris, mais qu'est-ce qu'on s'est marré? Non, mais c'est vrai. Non, mais il y avait la dynamique du duo en se disant on peut travailler des numéros plus français international, mais à cette époque-là, il y avait la radio, il y avait ça ici. Puis partir, je sais pas. C'est repartir à zéro, un peu ce que Stéphane Rousseau et Anthony Cavana ont fait. C'est long, là. C'est un long travail, mais pourquoi pas un jour? Peut-être. Puis dans votre cas, il y a des enfants. Ben, OK, les enfants, ils vont grandir aussi. Avec tout le monde, c'est une belle expérience. À la limite, si tu as la chance de les amener d'une autre culture, c'est le fun aussi. Oui, mais... Mais c'est pas un projet proche. C'est pas proche, mais... Ben, on sait jamais. C'est un rêve, tu sais, c'est un rêve. Parce qu'il y a d'autres projets qu'on veut faire encore ici, maintenant, au Québec, qui pourraient nous amener là, peut-être. Êtes-vous capable de me dire, les deux grandes gueules, pourquoi, après 15 ans, alors que vous êtes aux fêtes, ça fait 19 codes d'écoute consécutives où vous êtes numéro 1. Incroyable. Vous avez été confirmé être les seuls, à cette heure-là, en tout cas, là, au Canada, à avoir 1,2 million d'auditeurs. C'est incroyable, c'est fou. À chaque jour, on se pince, on se dit ça se peut pas qu'il y ait autant de monde qui écoute. Ça. Et vous partez. Pourquoi? Parce que... Y a-t-il un conflit secret entre non, pas nécessairement de vous deux. Là. Même avec la station, avec personne. Non, c'est... J'ai fait de la radio pendant 10 ans, moi. On vit pas ça. Vous avez vous avez inventé le disco, d'ailleurs. Oui, je l'ai pas inventé, mais je l'ai amené à la radio, parce qu'avant, c'était une cochonnerie. Ben oui. Avec une erreur, en plus. Le disco est né d'une erreur. Oui. Pour aujourd'hui, on le joue encore. Oui. En reprise. Il y a des stations qui ne jouent que ça. Non, mais vraiment, on part parce que ça fait plusieurs années qu'on se demande si on continue. Et à chaque fois qu'on continuait, on se disait, en fait, on se demandait si on continuait, on se demandait, est-ce qu'on est capable de garder la position numéro 1? Et on disait, oui, je pense qu'avec bien du travail, on est capable d'y arriver. La complexité de l'émission, puis pour nous aussi, c'est de se dire, faut garder le show, là. Vous venez de le dire, 19 fois consécutif, c'est énorme. Nous autres, ça fait 15 ans qu'on fait de la radio. Ça nous demande 100% de notre temps, presque. Même venir ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est en congé, parce que c'est vendredi saint, là, parce que c'est impensable. Il faut toujours se trouver des trous. Ce qui fait que c'est une décision réfléchie de se dire, on a atteint un beau sommet, inespéré. Personne ne va jamais pouvoir nous enlever ça. Au moins ça, on l'a. Et on a d'autres rêves. Est-ce que vous... On peut faire autre chose. Parenthèse. Est-ce que vous pourriez continuer au même rythme une autre année? Question que vos patrons ont dû vous demander. C'est sûr que oui, mais on pourrait pas faire, par exemple, la radio comme on l'a fait présentement et avoir un autre projet de front. Parce qu'on a d'autres trucs qui nous tentent. On aimerait ça, éventuellement, refaire un deuxième spectacle. Refaire un autre show. Encore de la radio? Éventuellement. Éventuellement, oui. Peut-être pas avec une forme aussi pesante qu'on fait. Nous, on a créé un monstre. Le format de notre show
est pesant. Parce que c'est 4 nouveaux sketchs par jour. Puis là, tu peux pas en donner moins aux gens, oublier ça. T'es habitué à quelque chose, tu peux pas reculer. Et on voulait jamais botcher quelque chose. C'est pour ça qu'on n'acceptait pas d'autres projets extérieurs. Parce qu'on avait peur d'en botcher un des deux, puis de perdre ce qu'on avait gagné. Les enfants aussi, parce qu'on a fait la tournée de spectacle, on n'avait pas d'enfants, ça allait bien la fin de semaine. Au lieu de sortir avec des chums, on sortait avec des millions de chums. C'était fun. Des millions? Tabarouette, on avait des grosses salles. Non, mais, tu sais, je veux dire, c'est une façon de parler. En tout cas, des bons budgets. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'était ça, notre vie, puis on a adoré ça. Mais les enfants sont arrivés aussi. Ça remet les valeurs, ça replace les valeurs, en fait, les enfants. En fait, ça donne une raison de rentrer à la maison, ce qu'on n'avait pas au début. On rentrait pas. Alors, vous rentriez le moins possible. Le moins possible. Mais non, on avait du fun. On était, oui, c'est sûr qu'on travaillait, mais était sur scène, il y a 1000, 2000 personnes dans la salle qui sont là pour avoir du plaisir. Fait que, comme José dit, on était là, puis c'était nos sorties à nous autres, on allait en spectacle. Comme on dit en anglais, c'est peut-être far-fetched. Far-fetched? Oui, c'est peut-être... il y en a qui vont dire il n'a fumé du bon. Mais j'ai jamais fumé de ma vie, fait que c'est-à-dire le tabac qui rend fou, là. Oui. J'ai fumé la cigarette, là. Ouais, le tabac comique, j'ai jamais touché à ça. À Montréal... Prenez-vous Mastercard? Non, vous avez un bon nom, on vous fait crédit. Ah, le nom est bon. On vous fait confiance. Est-ce que je te rends? Ah, excusez. Farfetch. Oui. Farfetch. On sait à quel point ça bouge dans la radio. Ça bouge à Québec dans la radio. Ah oui, beaucoup. Québec est une ville de radio intense. Oui. Une bonne ville de radio. Et la radio est très présente dans la ville de Québec. Oui. Montréal, je pourrais pas vous donner la même évaluation parce que j'y vais à peu près jamais. Je suis toujours à Québec. Non, la radio est en santé présentement. Est-ce qu'elle est en santé? Ah oui, beaucoup. Bon. Est-ce que ça peut arriver que, comme Walkie, par exemple, vous fassiez partie d'un échange... parce qu'il y en a du monde libre là, à Montréal. Bouge de station qui bouge de station en station. Alors, vous vous retirez pendant un bout de temps. Pendant ce temps-là, il y a, je prends un nom comme ça au hasard, là, Normand Brathwaite, mettons. juste au hasard. Au hasard comme ça. Oui. Qui pourrait venir faire ça pendant 2 ans pour acheter son hélicoptère. Puis, son deuxième. Oui. Pendant ce temps-là, vous êtes installé une station de télé où vous faites votre show, puis il y en a un troisième impliqué quelque part. Ça se peut-tu? Vous, savez-vous quoi? On a entendu toutes sortes de rumeurs, nous autres aussi. Mais en même temps, c'est sûr qu'en annonçant notre départ, la station ont cherché beaucoup à nous remplacer. Ils n'ont pas le choix. Et je pense qu'il y a plusieurs de ces scénarios-là qui ont peut-être été envisagés. Mais sincèrement, nous, c'est pas notre mandat de savoir ce qui s'en vient, puis on le sait pas. Et on n'a pas annoncé notre départ de radio pour essayer de faire monter les enchères ailleurs. Une manipulation. Ah, pas du tout. Je vous jure qu'on est parti, aujourd'hui c'est différent, mais quand on est parti avec l'idée, on n'a même pas négocié un job après. Dans le sens où on s'est dit, on verra. On a le vent dans le toupette depuis tellement longtemps. Donnons-nous un peu d'instabilité, juste pour avoir de bons réflexes. D'ailleurs, il y a même du monde qui nous trouvait fou de laisser cette certaine sécurité-là qu'on avait. C'est pas une certaine sécurité, c'est une très bonne sécurité certaine. Très bonne sécurité. Mais en fait, je dis certaine sécurité parce que les médias, étant ce qu'ils sont, du jour au lendemain, tu as un mauvais sondage, d'un coup, ils t'aiment un petit peu moins. Le sondage d'après, si ça baisse encore, t'es parti. Ça va vite aussi. Autre question, est-ce qu'en 15 ans, vous avez accumulé combien d'argent? Non, c'était pas pour vous autres, cette question-là. C'était pour Normand Brathwaite, celle-là. Là, je cherchais... Non, je cherchais... Oui, mais donnez-moi un papier et un crayon, on va calculer ça. Voici mes numéros de compte. Je cherchais juste une façon de la placer. Check. C'est ça. Mais on ne pourra pas arrêter de travailler, ça, c'est sûr. Non. Ah non? Non. Pas pour un bout de temps, oui. En fait, on a acquis une certaine liberté parce qu'on on n'est pas obligé d'accepter n'importe quoi. On peut prendre le temps de choisir ce qu'on a le goût de faire. On a 2 mois dans nous autres. Le loyer est payé. Le loyer est payé. Il arrivera ce qui arrivera, on a 2 mois dans nous autres. Mais savez-vous quoi? On verra bien. C'est bizarre, mais autant on est ridicule et fou, autant là-dessus, on se rejoint bien, dans le sens où
ça fait 5 ans qu'on se dit, bon, ben, à un moment donné, on va faire autre chose. Et je pense qu'on s'est préparé à quitter, ce qui fait qu'on a fait des trucs pour se sécuriser parce qu'on a des enfants. On n'a pas fait trop de folie. Je pense qu'on a bien investi les sous qu'on a pu faire dans ces années-là, que ce soit avec les maisons ou les placements que vous devez faire encore. Oui, vous êtes rendu au maximum. Les gens ont tendance à penser, hein, ils te voient à la télévision puis ils bankent des millionnaires, c'est pas le cas. Ça, c'est vrai. C'est à cause de la proximité des États-Unis. Mais en même temps, on vous voit dans le show business, puis on dit pourquoi ils chanteraient pas, ces gars-là? Parce qu'ils ont plusieurs talents. Et moi, j'ai un ami, ça fait très, très longtemps, il s'appelle Bobby Rydell. Et évidemment, il habite les États-Unis, c'est un chanteur, et qui a écrit une chanson aussi qui s'appelle Sway. Ah oui? Et oui. Une de nos chansons préférées, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je lui ai envoyé une copie de votre interprétation que vous avez faite récemment. Non, oui. On va la voir, cette copie-là. Là. Il n'y a pas le télésouffleur. On fait la répète l'après-midi, on a le télésouffleur. On arrive, le soir, c'est live, c'est en direct, si on n'a pas toute la soirée. L'orchestre part, aucune parole dans le télésouffleur. Et nous, là, on avait passé la semaine en tournée pour la promo radio, au complet. Et là c'est la panique, parce que je me dis, il va falloir arrêter, parce que je la sais pas. Regarde, on fait ça comme ça. On fait ça comme on fait semblant que c'est dans la chorégraphie. Et là, attendez une seconde, la première phrase, Mario s'en rappelle, et là, ça arrive là. Je vais faire un signe de fou, là. Il est content, il vient de pas de parole. Et quand il a commencé à faire... Moi, ma référence des paroles, c'est lui qui l'a. Parce que c'est la phrase qui me précède. On l'a pas pratiqué, on est en tournée de la semaine. Tout ce qui me vient, moi, c'est... Faites-moi triper, je vais voir à la fin. Merci de volume. When marimba rhythm starts to play, make me sway like a lazy ocean. Hey, come on, yeah! Hold me close, Sway me more. Et ça donne 3, 4. On est fou, hein? Sway with me when we dance. OK, oh, j'ai chaud, là. J'ai chaud. Savez-vous quoi? C'était un trip exceptionnel pour avec nous. Un band. Oui. Parce qu'on chante pas bien, mais on aime ça. Oui, c'est ça. On aime ça. Puis d'un party, on est ce genre-là, se mettre ce genre de musique-là, puis se laisser aller, puis triper, puis chanter. C'est le fun de chanter. Pas de texte. Ouais, c'est ça. Bien des textes. Bon, je pense que là, on a besoin d'un petit repos. On s'en masse. On va faire un petit repos. La fin, on vous la donnera sur un disque à part. Et qu'est-ce qu'il a dit, votre monsieur, quand vous lui avez montré la copie? Je ne pas rappelé, j'ai pas reçu de tes nouvelles. Les invités de Michel Jasmin sont transportés en première classe à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. C'est cette minuscule bande qui m'offre les 5 minutes les plus brillantes de ma journée. La nouvelle bande White Strips multi-soins de jour de Crest déloge les taches de surface blanchies en nettoyant en profondeur. Les grandes gueules, José Goyette, Mario Tessier, Richard Turcotte. C'est bien, ça. Ah oui. Un beau cadeau pour nous. L'affaire Jean-Marc Parent, là, c'est pas complètement réglé, cette histoire-là. Oui, Jean-Marc, c'est un chum, il vient toujours dans l'émission à cette heure, puis on a beaucoup de plaisir ensemble. En fait, quand on avait eu, pas un conflit, mais une espèce de mésentente. Mésentente, oui, c'est ça. C'est juste parce qu'on s'était pas parlé, puis une fois qu'on s'est parlé, ça s'est réglé. C'est ce que Jean-Marc a dit. Il dit, je peux pas croire, il dit, s'être parlé avant, on aurait sauvé 3-4 ans de nos vies chacun, oui. Je vais vous sortir une phrase encore un peu plus vieille, mais elle a le corps rigide. Oui. On a beau être en communication, puis on se parle pas. Ben oui, c'est vrai. C'est souvent, on dit ça. Je sais pas, on a peur d'avoir l'air têteux. Peut-être.
J'ai la première copie. Oui, c'est chaud, là. Chaud. Alors, c'est un coffret, je dirais pas un mini-coffret, c'est un coffret où il y a le livre qui raconte quoi, votre histoire? Ben, l'histoire à la radio, c'est pas une biographie, c'est un cadeau de plus qu'on voulait donner dans le coffret qui retrace les 15 années à la radio. Et dans le coffret, vous vous mouchez pas avec des pelures d'oignons, hein? J'ai jamais entendu ça. Pas des feuilles de chou? Non. Comme ça. 4 CD dedans. Alors, sur les 4 CD... 50 sketchs, des chansons. Ouais. On a essayé de se faire... Un souvenir à nous en même temps, puis de offrir un aux gens qui va représenter un petit peu les 15 années qu'on a passées à la radio. Écoutez, on a passé des heures et des heures et des heures en écoute d'archives. Il y a eu des gens qui ont fait des recherches pour nous. Sur 15 ans, à essayer de trouver les meilleurs sketchs. 10 000 sketchs, là, pas à te retaper toutes les 10 000 sketchs. Non, mais plusieurs centaines. On est vraiment très contents. Et je passais au travail hier soir, c'est tout chaud, puis vraiment, j'étais content. Je disais, on a fait les ça. 5 CD? Oui, bien évidemment, en random, là, assez vite, parce que je serais encore en train de les écouter. Là, mais merci, José. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup à vous. Bonnes vacances à partir du 15 mai. Vous pareillement. Oui. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Et le petit bébé, hein, c'est pas fini, ça peut encore sonner. Oui, un petit bébé en santé, c'est tout ça. Ouais. C'est que moi, la dernière émission de la saison, je me garde toujours quelques secondes avec mon monde. Ce sont mes complices de tous les jours, à qui je veux dire un énorme merci. Quand on m'a demandé de faire cette émission, j'avais l'impression que j'allais faire 1 an ou 2 de télévision. Puis après ça, je me dis, je vais me retirer tranquillement. Nous terminons aujourd'hui notre 7e saison. Alors, évidemment, merci à notre diffuseur, merci à TVA. Mais merci au public, merci à l'équipe, une équipe extraordinaire qui fonctionne depuis 7 ans, une partie à Montréal, une partie à Québec. Merci à l'équipe technique, de tout le monde, tous ceux qui ont travaillé pour que nous, on n'ait pas l'air trop fou quand on est assis ici. Alors ça, c'est l'éclairage, c'est le son, c'est... Merci aussi à ma réalisatrice, Clara, qui est ma complice depuis 6 ans, je pense. Peut-être plus, mais je ne veux pas la vieillir. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous rappelle que lundi, mardi, en rediffusion, ce sera Julien Poulin. Une chance, je vous ai gardé. Ce sera donc Julien Poulin, François Havard, mardi. Je vous souhaite un très bel été et au plaisir de vous retrouver le plus vite possible. Ressentez les bienfaits de la l'équipe. Ici, on en parle avec Alain Bernard et Pierre Jackson et on parle de la 25e édition de l'exposition agricole de Bécancour, 1er, 2 et 3 juin. Le vendredi 18 mai, violence au hockey mineur. Un jeune joueur, Pee-Wee de Dolbeau-Mistassini, vient d'être reconnu coupable de voies de fait sur une jeune rivale. Un juge du tribunal de la jeunesse a conclu que le joueur s'était servi de son bâton comme d'une hache pour la faucher volontairement. La jeune fille a eu la jambe cassée. Le jeune prétend quant à lui que c'était un accident. Le tribunal de la jeunesse a imposé au garçon une sentence de 100 heures de travaux bénévoles, 18 mois de probation et l'obligation de suivre des conférences sur la violence pendant 8 semaines. Ça s'est passé en avril 2006 à Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean. Cette histoire, cette sentence pourrait bien faire jurisprudence. Bonjour Pierre. Bon vendredi, Georges. Je vous parle d'un accident pour le moins inusité cette nuit du côté de Lévis. C'est juste en face de Québec, ici dans la région. Un conducteur de 27 ans qui était fortement intoxiqué par l'alcool, qui circulait sur l'autoroute 73 dans le secteur Charny. Il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il roulait à très haute vitesse. Il a traversé le terre-plein pour aller frapper le garde-fou qui longe la rivière Chaudière pour continuer ensuite à contresens avant de s'immobiliser 2 kilomètres plus loin. Son taux d'alcool dépassait de 3 fois la limite permise. Il a été arrêté et devrait être accusé de conduite avec facultés affaiblies et conduite dangereuse.
Une petite chair dans la gorge, François. Vous nous parlerez... Bon, on va faire un lien tantôt. On va en parler dans... Pour l'instant, il est dans la gorge. Ouais. Une pièce de théâtre. Denis Thériault nous a montré ça, la violence à l'endroit des aînés. Et ce qui m'a surpris de ce reportage, c'est que les personnes aînées, à la fin, il y en a qui pleuraient, se disaient troublées, étaient ébranlées. Ce qui fait dire à certains, est-ce qu'on fait peur aux aînés avec des outils comme ceux-là? Je sais que vous en reparlerez dans un instant, mais on ira plus loin. On présentera des extraits, on parlera aussi à l'auteur, on parlera à des comédiens, à la productrice, à des spécialistes de la violence faite aux aînés, sachant qu'elle est omniprésente aussi. Alors, histoire de savoir ce qui leur retourne, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont déjà été victimes d'intimidation? On en parlera. Ce sera un de nos bons sujets à suivre. Et on me l'a sorti de la gorge, il est ici. Regardez, je ne sais pas si on peut voir l'image de ce chat. Regardez ceci. C'est un chat, regardez comme on a peint sur son poil un dessin un chat comme vivant, celui-là. là. Oh, oui, et j'en ai d'autres à vous présenter. C'est magnifique. Oui. C'est aussi un peu dérangeant. J'aurais un toiletteur pour animaux professionnels. Ça dure combien de temps, cette peinture? Non, mais il paraît que c'est à recommencer assez régulièrement parce que le poil pousse, le chat perd son poil, etc. Alors bref, je vous présente des images, des photos comme celle-là, pas mal également en cours d'émission, à ne pas manquer, 12h30. Merci François, on se retrouve plus tard. Pierre, François vient d'en parler, les abus contre les personnes âgées, ça nous choque, ça vient nous chercher, hein, ça a quelque chose de révoltant. Au retour, on parlera aux policiers et co-auteurs de cette pièce de théâtre qu'on présente dans les résidences pour personnes âgées. L'auteur Michel Soutière sera avec nous. Les personnes âgées, parfois, on le sait, sont vulnérables, sans vraiment de défense, facile d'abuser d'elles financièrement, d'aller leur voler leur vieux gagné, comme on dit, à tel point qu'il y a des policiers qui ont créé cette pièce de théâtre dont Denis Thériault va nous parler dans quelques secondes pour sensibiliser dans les résidences les personnes âgées à ce genre d'abus qui les guettent. On regarde d'abord le reportage de Denis. Oui, une madame que tu connais pas, elle te dit des choses que tu connais pas, là tu l'as écouté, c'est ça que tu t'avais de me dire. Réveille-toi Arthur est une pièce troublante, parfois même dérangeante. Ici, un fils en furie parce que son père a préféré placer ses économies à la banque plutôt que de lui prêter. Qu'est-ce que je vais mettre là devant les gars du bureau? Je vais passer pas un mot du fou. La troupe Poivre et Sel présente cette pièce depuis près de 5 ans à des personnes âgées dans des théâtres, des centres d'accueil, un peu partout. Le but, les sensibiliser aux risques qui les guettent. Il a mis mon chèque dans votre boîte de main! Eh oui, je pensais que c'était à moi, fait que je l'ai ouvert, mais c'est pas à moi, mais... Ah, mais un gros chèque, hein? Par exemple, ce voisin qui ne pense qu'à le voler. L'aspirateur, au lieu de 1500, je vais vous la faire 900 $, en dessous de la table, pas de taxe. Ou encore ce vendeur sans scrupules. Ben oui, mais non, ça, les cartes de crédit puis les chèques sont là. Les policiers Pierre Quintal et Michel Soutière de Longueuil ont écrit cette pièce pour rejoindre le plus de personnes vulnérables possible. Il y a des gens, après la pièce, qui rencontrent les policiers et disent « Écoutez, c'est pas moi, mais j'ai un de mes amis qui a vécu ci, j'ai un de mes amis qui a vécu ça. » Parce que c'est difficile à admettre qu'on est brassé par nos enfants. Et ça dénonce. Il y a des cas qui sont dénoncés. Donc, nous, on a un petit peu la fierté de dire « Mission accomplie ». Moi, je peux faire une visite sécuritaire de votre domicile. Une exigence des auteurs qu'un vrai policier participe à la pièce, peu importe où elle est présentée. Je suis un voleur, moi, je suis ton gars. Cette scène finale sur la violence verbale provoque beaucoup de réactions. Je suis là comme acteur, et je vis dans la peau d'un personnage, mais ce personnage-là, il est peut-être dans la salle présentement, ou il est peut-être en train de se faire violenter. Réveille-toi Arthur ne laisse personne indifférent. Comme on vu là, en ornière, là, ça m'a tout pris mon sang pour pleurer. Parce que c'est réel, ça. Beaucoup de personnes qui se font faire ça, puis ils se plaignent pas parce qu'ils ont peur. Même ici. Dans l'assistance, cet employé qui jure qu'elle ne détournera plus jamais son regard. Si jamais que je vois quelque chose, ça fait 30 ans que je fais des résidences du 3e âge. Automatiquement, ils vont être dénoncés. Je suis plus capable. Ça vous a bouleversé? Oui, beaucoup. Denis Thériault, TVA, Montréal. Le policier et co-auteur de la pièce, Michel Soutière, est avec nous. On ne peut pas regarder ça puis pas être bouleversé.
À un tel point qu'à un certain moment donné, mon collègue et moi-même, Pierre Quintal, on a dû se retirer de la pièce et donner le mandat à des professionnels de la jouer à notre place. Parce que vous la jouiez au début, ça? Oui, moi je jouais le rôle d'Arthur. Cette pièce-là est venue au monde, c'est drôle. La semaine des aînés correspond à la semaine de police à chaque année. Et on s'installait dans un centre commercial avec nos brochures pour essayer de passer le message à nos personnes âgées. Et chaque samedi soir, le concierge nous ramenait notre boîte de brochures qui avait été laissée un peu partout. Donc, on a réalisé que le message ne passait plus. Et mon collègue, on a des atomes crochets à travailler ensemble. On a décidé d'écrire une pièce et de monter sur les planches une fois. Ouais. Et là, c'est parti. C'est parti, ça a plusieurs centaines de représentations, mais c'est beaucoup mieux rendu par des comédiens professionnels. Et là, on la présente un peu partout, au Québec, en Ontario? Oui, en Ontario, à la demande des clubs d'âge d'art, de plusieurs services. On a vu les gens, là, dans le reportage, qui sont vraiment... Bon, ça rigole, il y a des bouts qui sont drôles, il y a des bouts qui sont d'une violence frappante, extrême, la brutalité des mots, de la manipulation du fils envers son père. Dans la salle, là, comment on réagit dans ce Dans la salle, les gens réagissent sévèrement, les gens sont choqués, sauf que le fils Philippe, c'est un cas qu'on a dû enquêter. C'est pas fictif. C'est pas exagéré, ça. Mon collègue a enquêté ce dossier-là dans la vraie vie de policier et on s'est basé sur des faits réels. Que dites-vous aux gens? C'est quoi le message que les gens gardent de la pièce après? De dénoncer? Bien, à chaque fois que la pièce est jouée, on s'assure que justement, il y a des gens sur place. Parce qu'effectivement, chaque fois, il y a des gens qui ont toujours un ami, un frère, un cousin qui a besoin d'aide. C'est jamais eux. Avez-vous des chiffres sur le phénomène d'abus des personnes âgées? J'ai pas de chiffres à vous donner ce matin. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec les nouvelles technologies, les médias, les gens pénètrent partout dans les foyers. Les gens âgés, souvent, sont sollicités frauduleusement. Bon, c'est pas facile à admettre, hein, puis on le voit bien dans le reportage. Vous l'avez dit vous-même, souvent on va dire, ben, je connais un ami. C'est pas facile de dénoncer ses propres enfants. C'est très difficile et c'est ce qui faisait que la pièce était rendue difficile à jouer, c'est que les gens embarquent tellement et ont un besoin immédiat d'aide immédiatement après la pièce. Et effectivement, ces gens-là ont beaucoup de difficultés à dénoncer. Et on va continuer de la présenter un peu partout? Il y a de la demande? Bien, c'est ce que nous, on souhaite. Ouais. Les gens de la troupe de théâtre le font très, très bien. On a des demandes. On me dit que jusqu'en 2008, la pièce est déjà... Il y a des réservations. Donc là, vous savez certainement que déjà, depuis plusieurs années, il y a des cas que vous avez dénoués ou de la violence que vous avez pu résoudre à cause de ça? Bien, pour nous, c'est une fierté. Puis, en quelque part, bien, dans le cadre de la semaine de police, ça vient dire qu'un policier, ça ne fait pas juste donner des contraventions, ça peut faire autre chose. Heureusement. Merci beaucoup, M. Suchet. Au revoir. On s'arrête. Les informations nationales suivent au retour. Inscrivez-vous dès maintenant au 514-521-TOUR ou à vélo.qc.ca. Une joueuse de hockey Pee-wee se fait casser la jambe par un rival. Le tribunal condamne l'agresseur à des travaux communautaires. Ce qu'on a voulu faire, c'est passer vraiment le message de la violence, jusqu'où ça peut aller, puis jusqu'où que nous autres, on peut aller aussi. Où va s'arrêter l'ivresse au volant? Un jeune automobiliste se paye une virée à l'envers sur la route avec 3 fois plus d'alcool que la limite permise. Tragédie sur un chantier routier à Candiac. La mort de 2 travailleurs force l'entrepreneur à suspendre les travaux. S'ils ont besoin d'aide au niveau psychologique, on va être là pour bien les encadrer. Bon midi, Georges. Bon midi, Pierre. On n'est pas dans un épisode de Lancer compte. On parle de Pee-wee et d'une jeune fille de 13 ans. C'est assez incroyable. Et pourtant, ça s'est passé au Québec il y a à peu près 1 an, un peu plus. C'est une histoire, d'ailleurs, qui devrait, Pierre, avoir un impact important dans le milieu du hockey mineur au Québec. Un jeune Pee-wee de Saguenay qui est condamné par le tribunal de la jeunesse pour avoir sérieusement blessé un adversaire. Sonia Lavoie, on voit la jeune fille, justement, qui a été blessée, la jambe fracturée. Tout ça remonte à avril 2006.
Oui, les événements se sont produits le 8 avril 2006 dans un match de championnat régional Pee-wee B. Un jeune qui a décidé d'asséner un coup de bâton à une autre joueuse de hockey. Il y avait peu de témoins parce que le geste avait été posé à l'autre bout de la patinoire alors que le jeu se déroulait à l'autre extrémité. Les ambulanciers sont intervenus. La jeune a eu la jambe fracturée. Elle a même encore 2 vis aujourd'hui qu'elle doit bientôt se faire enlever. Elle a passé 4 mois dans le plâtre. Le père, lui, a décidé de porter cette affaire aux policiers. Le jeune hockeyeur de Dolbeau a donc été trouvé coupable de voies de fait causant des lésions au tribunal de la jeunesse. Et vous l'avez dit, il a été condamné en mars dernier à 100 heures de travaux communautaires, à 18 mois de probation et l'obligation également de suivre des conférences sur la violence. Ce matin, le père de la victime nous disait ne pas en vouloir à ce jeune en question, mais il espère que ça fera réfléchir les joueurs de hockey. On n'en veut pas aux jeunes. Ce qu'on a voulu faire, c'est passer vraiment le message de la violence, jusqu'où ça peut aller, puis jusqu'où que nous autres, on peut aller aussi. Bon, Sonia, une agression sérieuse, sanctionnée par le tribunal, comme vous l'avez expliqué. Ce serait même peut-être une première au Québec au niveau Pee-wee. Qu'est-ce qu'on dit de ça dans le monde du hockey mineur? D'abord, au comité de discipline, ici, on dit qu'on ne cautionne pas le geste. Après l'événement, le comité aurait tenté de faire enquête, mais on aurait eu de la difficulté à trouver des témoins. Et le comité s'est retiré quand la police s'est mêlée du dossier. Mais ce matin, le représentant du comité de discipline ici nous disait qu'il trouvait exagéré le fait qu'on ait porté cette cause devant le tribunal. Le gars a posé un geste, mais est-ce qu'il aurait peut-être provoqué aussi? Il y a ça, là. Au hockey, là, il y a 2 antagonistes, normalement. Normalement, là... Est-ce que ça justifierait, même s'il était provoqué? Non, ça ne justifie pas qu'un jeune se serve de son hockey pour frapper une personne, là, OK? Moi, là, nous autres, on le déplore aussi, mais ça arrive qu'un gars peut-être péter une fuse, comme on dit aujourd'hui, tu sais, on pète un plomb. Alors voilà, juste un mot pour vous dire que, heureusement, dans cette histoire, la jeune se porte bien. Elle a même repris le hockey. Bon, bien, heureusement, puis on lui souhaite une bonne carrière. Au revoir. Sans violence. Merci, Sonia. Bon, décidément, l'autre sujet aussi, il est surprenant aujourd'hui. On a l'impression qu'on a tout vu dans la conduite en état d'ébriété. Bien, pas du tout. Une poursuite à haute vitesse, à l'envers par moment, sur une autoroute. Ça s'est passé la nuit dernière dans la région de Lévis, donc juste en face de Québec. Ça aurait pu avoir des conséquences tragiques. David Couturier, on parle d'un jeune homme dont la consommation d'alcool, dépassait 3 fois la limite permise. Oui, c'est beaucoup. C'est survenu vers 3h30 la nuit dernière sur l'autoroute 73, tout près de Québec à Lévis, en direction nord, tout près du pont Pierre-Laporte pour vous situer. Et l'homme en question, un homme de 27 ans, circulait à haute vitesse avec une voiture. Il a perdu la maîtrise de son véhicule, a traversé le terre-plein, est allé frapper de plein fouet un garde-fou. Le véhicule était déjà accidenté, mais l'homme en question ne s'est pas arrêté. Il a poursuivi sa course comme ça durant environ 2 km avant de s'immobiliser. Et c'est là que des policiers de la Sûreté du Québec l'ont arrêté. L'homme refusait d'être soigné, de se rendre à l'hôpital. Et au poste de police, on lui a fait subir un alcotest qu'il a échoué, évidemment. Il dépassait, vous l'avez dit, Georges, 3 fois la limite permise. Il circulait à contresens durant un certain temps. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il a été arrêté sur place et il devrait faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies, mais également de conduite dangereuse. David, est-ce que c'était une voiture qui avait été volée? La question se posait ce matin, Georges, puisque la voiture était flambant neuve, ça semblait sortir sous droit d'un concessionnaire. C'était pratiquement le cas. C'est un employé d'un concessionnaire de Québec. Il avait emprunté la voiture pour la soirée pour effectuer un test routier. Là-bas, on est extrêmement secoué par les événements. On nous dit que c'est un homme modèle, mais il fera face à la justice cet après-midi ici à Québec. Merci, David. Au revoir. Maintenant, la GRC qui a arrêté 2 personnes liées au trafic d'êtres humains. Ils sont accusés d'avoir exploité une Éthiopienne de 29 ans en la contraignant à un travail forcé et tout ça s'est passé dans leur résidence de Laval. On joint là-dessus Pascal Derry. Bon midi, Pascal. Bon midi, Pierre. Alors, c'est une première au Canada, une affaire de traite de personnes à l'échelle internationale. Effectivement, en matière de trafic international, c'est une première au niveau des accusations. Alors, ça s'est passé ici, au 118 rue Desrochers, du côté de Laval-des-Rapides. L'enquête a débuté, Pierre, aux alentours du 25 janvier 2006. Ce sont des citoyens qui ont dénoncé le couple en question qui exploitait une jeune Éthiopienne de 29 ans. Ce couple lavallois d'origine libanaise a ramené la jeune femme il y a 3 ans au pays pour la faire travailler comme aide familiale, donc dans la résidence. Mais le couple en a profité pour la faire travailler sans arrêt, 24 heures sur 24, l'exploiter, si vous voulez. Je vous propose d'écouter là-dessus la GRC qui nous en dit un peu plus. C'est qu'elle n'avait plus accès à ses documents. Elle devait travailler 24 heures sur 24. Elle ne pouvait pas sortir seule de la résidence. Elle ne pouvait pas parler au téléphone. Et en plus, elle ne parlait pas la langue. Donc, elle était là, vraiment, si on veut, esclave dans cette résidence-là.
Bon, on ne penserait pas que ça existe au Canada, finalement, Pascal, des accusations. Il y a un spécialiste, il avait écrit 1 million, puis il dit, je vais avoir mon million. C'est Jack Canfield, oui. Puis il a eu son million. Vous m'avez apporté un chèque, vous étiez fait un chèque à votre nom de combien? C'était-tu 1 million aussi, je pense? Vous ne l'avez pas eu encore? Non, mais là, c'est ça que je vous dis. Parce que vous ne le voulez pas assez. Vous le voulez moins que les millionnaires de l'Estrie. Savez-vous qu'est-ce que je Vous ne pense? croyez pas à ça, pas tout. Non, non, ça, je crois beaucoup à la loi d'attraction. Quand j'ai fait ce chèque-là, je pensais, c'est sûr que moi, je pensais beaucoup télé, hein, télévisuel. Okay. Je veux montrer un exemple, je voulais vous raconter l'histoire de Jack Canfield. Parce que vous n'y avez pas cru assez. Mais, ben là... C'est juste pour ça que vous n'avez pas votre million. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne sais pas. Comme je vous dis, il y a différentes, probablement, même Michel Cyr, qu'on va rencontrer, je pense, tout à l'heure, va peut-être nous donner une meilleure explication parce qu'elle, elle est coach là-dedans. Comme je vous dis, j'ai peut-être pas ce qu'il faut. C'est-à-dire, je ne suis pas la gourou de ça. Mais pour certaines choses, en tout cas, dans l'amusement, je trouve que ça marche très bien. OK. Alors, si vous voulez, on va écouter les explications du couple données en conférence de presse hier. Vous allez voir, ceux qui croient à ça sont tombés de leur chaise. Les autres se posent des questions. Puis il y en a d'autres qui disent, bon, dans le fond, c'est juste le hasard, c'est juste une coïncidence. Écoutez comment ils ont expliqué leur gain à la loterie. Fred est très positif, mais oui. Là, 1 mois et demi, 2 mois, j'avais juste entendu un petit peu sur Oprah Winfrey. Elle parlait du livre Le Secret. Puis là, ils ont dit, on a eu l'émission la semaine dernière, puis on a eu tellement de gens qui ont appelé, on va avoir une autre émission qui va suivre. Fait que je savais aucunement c'était quoi. J'écoute l'émission, puis ça parlait d'être positif dans la vie, d'avoir la reconnaissance surtout, puis pas garder rien de négatif. Puis quand on est positif, on reçoit du positif. Puis surtout remercier pour tout ce qu'on a. Ça peut être très minime, mais toujours être reconnaissant. J'ai acheté le livre, j'ai acheté le DVD, j'en ai parlé à ma famille. J'ai acheté 2 livres même, parce que je voulais toujours en avoir un à la maison, puis un pour prêter à qui voulait. Puis là-dedans, ça disait, faites-vous un chèque. Écrivez-vous un chèque, donnez-vous une date, puis soyez positif. J'ai imprimé ça, j'en ai donné à plusieurs membres de ma famille. Moi, j'ai fait un chèque de 80 000 que j'ai mis sur mon poste de travail parce que je ne voulais pas trop en demander. Mon mari m'a fait un pour 10 millions. Je réponds au téléphone, il dit, ça te tente-tu de prendre l'après-midi? J'ai dit, pourquoi? Bien, il dit, on vient de gagner 12 millions. J'ai dit, voyons. Il dit non, il dit, on vient de gagner 12 millions. J'ai dit, là, elle n'est pas drôle, ta joke, là. Là, tu es en train de me mettre sur les nerfs, vraiment, là, j'aime pas ça. Alors, c'est son explication. Mais si elle n'avait pas lu le livre, peut-être que, dans le fond, on aurait juste dit chanceuse. Oui, mais peut-être qu'elle est encore chanceuse aussi, probablement. Mais on fait un peu sa chance. Donc, elle avait mis des choses, c'est quand même... J'aime ça quand elle explique le côté reconnaissance, gratitude, elle en parle beaucoup. Elle dit, l'effet de se mettre dans un esprit positif. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça peut-être qui est le plus important à prendre, puis qui n'est pas épeurant pour personne, puis qui n'est pas dangereux non plus. C'est juste de dire, est-ce qu'on peut pas être juste un peu plus positif dans notre vie, avoir un peu plus de gratitude pour ce qu'on a déjà, puis peut-être que justement, ça nous rend plus heureux au bout du compte. Et là, on attire plus que ce qu'on veut à nous. Mais encore une fois, il faut se mettre en action, il faut faire certaines choses. Oui, bien moi, je me dis peut-être que ça peut arriver dans des cas où ça sollicite notre force de travail. Tu sais, tu dis, je parlais de la promotion tantôt. Oui. Je dis, bon, ben moi, je vais être positif, je vais être serrer les mains, puis je vais faire des sourires, puis je vais arriver, quand je vais travailler, je vais essayer d'aimer ça. Je vais être gentil avec les gens, pas pour avoir un job, mais gentil parce qu'il faut être gentil. Puis je dis au bon Dieu, merci, j'aime ça ma job, puis j'aime mon environnement de travail, puis je travaille fort. Je travaille à 8 heures, je suis là, puis je fais ce que j'ai à faire. Peut-être que dans 6, 7, 8 mois, si j'ai les yeux sur le poste en question, puis je dis à l'univers, peux-tu l'avoir? Il va me le donner, mais peut-être que j'aurai 95 du mérite. Là, oui, 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 tout à fait. Et peut-être que non plus, parce que vous étiez destiné à autre chose. Tu sais, je pense qu'il y a une part aussi qu'on peut pas. En d'autres termes, le positif attire le positif. Ça, si c'est ça, la théorie, il n'y a pas de problème. On peut écrire 36 livres là-dessus. Ah, bien là, peut-être, mais des fois, on a besoin de se le faire répéter. Okay. Je pense pour ça qu'il y a tant de livres sur le sujet. Dans le livre, on les écoute. Il y a un mois, je me suis écrit un chèque pour 10 millions, daté le 5 mai cette année. Et avec ma femme, on a fait... la répartition qu'on voulait donner à la famille.
On s'est dit, il était tellement certain, il s'est dit, on va gagner bientôt un gros montant de loterie. J'ai dit, OK, c'est ça, on va le diviser tout de suite à la tête bien nette, puis sans pression. Puis on est allé sur l'ordinateur, puis on a fait la répartition entre la famille. Puis je l'ai imprimé tout, puis je l'ai mis dans notre chambre. Puis quand on a gagné, je suis allée chercher le papier dans la chambre. On l'avait fait pour un montant de 1 million, pour avoir un chiffron. Je dis, regarde, notre répartition est faite, on peut annoncer. La famille ne le savait pas. On multiplie tout par 12. Puis on les a téléphonés, puis ou bien dit en personne. Puis... Et c'est vrai, j'ai vu le papier de la répartition tout à l'heure, c'est exactement ça. Ce qui fait que finalement, cette famille-là, il gagne 12 millions. C'est très amusant quand même de faire comme si. Est-ce que vous faites ça dans la vie, comme si, des fois, là? Comme si vous étiez déjà, je sais pas, moi, propriétaire d'une maison là, que vous ne l'avez pas? Ou... Bien, ça dépend pourquoi, mais il y a un processus dont Jack Canfield parle dans le livre Le succès selon Jack, un de ceux qui apparaît dans Le Secret, il raconte, lui, on pourrait s'organiser des genres d'événements 5 ans plus tard, de se demander où on veut être dans 5 ans et de se faire une petite rencontre, de venir célébrer nos succès. Et là, même si on a voulu écrire un livre, par exemple, dans 5 ans, on peut se faire une fausse preuve, arriver avec notre livre, tu sais, avec le couvert transformé, notre photo, notre petite bio à l'endos. Si on veut avoir eu un enfant, on peut emprunter l'enfant d'un ami, l'amener à cette soirée-là. Et là, il dit, vous vous amusez pendant toute la soirée à raconter vos succès des 5 dernières années, même si ce n'est pas vraiment arrivé, un peu à l'image des soirées meurtres et mystères. Et il dit, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous répétez continuellement ça, le cerveau enregistre, et en plus, vous vivez les émotions liées à ça, parce que c'est ça le faire comme si, c'est que ça nous amène des émotions qui font qu'on se dit, ah, ben oui, si c'était vraiment arrivé, je me sentirais... C'est ça le principe. Ces émotions-là s'en vont dans l'univers puis nous reviennent. Ben, ça peut on va essayer d'en savoir plus long. Au retour, on a, vous l'avez souligné tantôt, une spécialiste qu'on avait déjà reçue, d'ailleurs antérieurement, là-dessus, qui avait certains doutes quant à la relation entre l'argent et cette théorie-là. On va lui poser la question au retour. À tout de suite. Arrêtez le temps pour vous. Voici la mission dont est investie Amérispa, une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine des soins de la santé et de la beauté, bien positionnée avec ses 8 centres, tous situés dans des complexes hôteliers et de villégiatures renommées. Elle poursuit son expansion. Amérispa compte ouvrir prochainement 2 autres centres de santé au Québec, dont un en Estrie. L'entreprise s'attaquera ensuite au marché ontarien. Sur le chemin de la réussite, Amérispa compte sur des professionnels diplômés hautement qualifiés. C'est d'ailleurs par l'innovation que se distingue Amérispa. Nous visons beaucoup chez Amérispa sur la création de nouveaux soins avant-gardistes. C'est ce qu'on appelle nos soins signature. Ingrid Bettencourt serait toujours vivante, c'est ce que soutient un militaire colombien qui était détenu avec elle et qui a réussi à s'évader récemment. Madame Bettencourt, une politicienne, a été enlevée par les forces armées révolutionnaires de Colombie en février 2002. Le président français Nicolas Sarkozy a nommé François Fillon au poste de premier ministre. Il était son conseiller politique depuis près de 2 ans et il est considéré comme l'artisan des réformes que le nouveau président veut mettre en œuvre. Le président de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz, va démissionner le 30 juin. Wolfowitz a enfreint le code d'éthique de la banque en accordant une promotion et une augmentation de salaire à sa conjointe. Ex-secrétaire adjoint à la Défense, il avait conseillé le président Bush dans l'invasion de l'Irak. Gagné 12 millions à la loterie cette semaine, d'y avoir mis en pratique les principes du secret. On en parle avec Christine Michaud. Salut, bonjour. Se joint à nous Michel Cyr, qui a écrit La force d'attraction, le principe de base du secret, qu'on avait reçu également il y a quelques semaines. Bonsoir. Bonsoir. Vous, comment vous avez réagi? Parce que je me souviens, quand on s'était parlé ensemble, vous me disiez, moi, je suis coach de vie, donc j'essaie de stimuler les gens à essayer de s'organiser puis à faire confiance à la vie, etc. Mais pour l'argent, quand on en demande, puis penser qu'automatiquement, ça va arriver dans nos poches, j'ai des réserves. Alors, comment vous réagissez quand vous voyez ça? Bien, quand j'ai appris ça, parce que ce matin, j'étais occupée de tout ça, puis qu'il y a un ami qui m'a dit ça, j'ai comme fait OK. Puis là, intérieurement, je me suis dit, c'est le fun pour eux, je les félicite, je trouve ça extraordinaire, mais pour moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a le danger de penser que
La pensée magique, on en avait parlé quand j'étais venue ici, puis Christian en a parlé tout à l'heure, c'est de penser qu'on a juste à demander quelque chose, puis de façon magique, ça va nous arriver. Il y a des étapes, il y a des choses à faire, des comportements à avoir, une attitude intérieure à cultiver qui doit être là pour que ça arrive. Donc moi, ça a été ma réaction, ça a été... OK, c'est génial, mais il faut faire attention. Je ne voudrais pas que tout le monde se lance à aller s'acheter des billets de loto en pensant que juste je veux fort, ça va se passer. Là. Il n'y a plus rien faire d'autre. Oui, il y a beaucoup d'étapes. Puis il y a des très belles choses. Vous en avez parlé beaucoup dans ce que vous venez juste de discuter, de ce qui s'est passé. Les gens, premièrement, le monsieur croyait qu'un jour il gagnerait. Il n'y avait pas nécessairement de montant. Il s'est amusé à faire un chèque, mais il y avait de la distance par rapport à ça, le lâcher prise. Moi, j'appelle ça de la présence détachée. Donc, on le veut, mais ça semblait pas être absolument indispensable pour eux non plus. Il y avait beaucoup de gratitude et de générosité envers les autres qui étaient là. Donc, ça, c'est toutes des conditions gagnantes pour que la loi d'attraction travaille pour nous. Est-ce que ça veut dire que quand on cultive ça, qu'on va nécessairement gagner la loterie? La réponse, c'est non. Parce qu'il reste qu'il y a des probabilités. Parce que quand on ne le cultive pas, on peut gagner aussi. Je pense au Lavigueur, vous vous souvenez. Et puis, il y a plein de gagnants de loterie qui se sont déchirés après coup et qui ont eu bien des problèmes. Alors, c'était pas le positif. Là, non, tout à fait. Absolument. Donc, il est possible. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que ces gens-là se sont amusés, ont cru à quelque chose, puis ça nous démontre que finalement, il y a des choses improbables qui peuvent se passer. Puis ça, je trouve que ça nous donne de l'espoir par rapport à ça. Mais il ne faut pas tomber dans si je le demande, c'est absolument ça. Puis là, tout le monde ce soir veut gagner un 12 millions. Là. Je pense que moi, ce que je dirais plutôt, c'est utilisons des éléments qui sont là, puis des éléments que moi, je parle dans mon livre, puis qu'on parle dans le secret, c'est utilisons des conditions intérieures. C'est vraiment une attitude intérieure, toute cette histoire-là de la loi d'attraction. Il y a quelque chose qui fonctionne dans l'univers. Il y a un fonctionnement que si j'émets une demande, j'ai des émotions dans ce sens-là, les pensées, les émotions en ligne avec mon désir, je vais attirer des événements à ma vie. Donc, utilisons ça, cette attitude intérieure-là, pour aller attirer à nous ce qui... Moi, je vous l'avais dit, je ne suis pas nécessairement fermé à ce genre de vision-là quand ça a trait au rapport humain. Je donnais l'exemple de la personne qui a sa promotion ou quelqu'un qui veut réussir, je ne sais pas trop quoi, et qui est très... avoir un amoureux qui est très positif, qui sourit, qui dit « Ah, ça va marcher », puis qui a confiance, et c'est des gens beaucoup plus faciles d'accès, etc. Mais j'ai des réserves énormes quand c'est le temps de dire « Tu as juste à demander tes 2000 pièces dans le trou », tu as juste à dire à l'univers, envoie-moi donc 2000 par la poste dans 2 semaines. Je veux dire, c'est pour moi... J'aime beaucoup quand tu parles de présence détachée. Puis si je repense, moi, à ce que j'ai attiré dans ma vie, que ce soit mon conjoint, n'importe quoi, puis des choses le fun, là, des petites choses comme des plus grandes, il y avait, je pense, cette affaire-là de dire de le faire pour le plaisir. Puis, moi, c'est drôle parce que je parlais avec une copine après-midi, puis elle me racontait l'histoire d'une de ses amies qui est justement en train de travailler avec tout ça, la loi d'attraction. Puis elle souhaitait avoir un 2000 $ pour ben, on parle de 2000, justement. Puis elle est en train de déménager puis de réorganiser des choses dans son appartement. Puis elle décroche un tableau, puis elle sort de chez elle, puis son voisin vient de l'aider pour le tableau. Puis il dit, mon Dieu, il est donc bien joli ce tableau-là. Mais elle dit, il est à vendre. Puis le monsieur, il l'a trouvé joli, il a donné 2000 $ pour le vendre. Bon. Mais ça nous arrive des choses comme ça dans la vie, puis c'est ça. Mais les sceptiques appellent ça des coïncidences. Bien, moi, je n'appelle pas ça des coïncidences, parce que moi, ça, c'est une question de croyance, M. Lévesque. On choisit de croire. Moi, je choisis de croire ce qui m'aide à vivre ma vie, puis qui me donne de l'espoir par rapport à la vie. Ça donne un côté magique. Oui, moi, je crois que c'est des cadeaux de l'univers. C'est justement, je crois que c'est des petits miracles. Il y a un psychologue cet après-midi à qui on parlait qui disait ça relève de la pensée magique, cette histoire-là. Je ne crois pas à ça. Ils sont dans le champ, c'est de la pensée magique, c'est enfantin. Bien, moi, il y a toujours le danger de la pensée magique, là. Il y a toujours le danger de la pensée magique. Ça, je crois à ça profondément. Mais quand on pose des actions, quand on est là pour saisir l'opportunité, cette personne-là s'est ouverte. Elle a accepté de se détacher d'un tableau. Elle s'est ouverte par rapport à ça. Il y a eu moi, j'appelle ça la synchronicité, parce que moi, j'appelle pas ça des coïncidences, j'appelle ça la synchronicité. C'est un paquet d'heureux hasards, heureux événements qui sont disconnectés, qui prennent du sens. Ça, c'est Freud ou Jung qui avait expliqué ça. Donc, cette personne-là s'est ouverte à la possibilité de la même façon que moi, si je veux une promotion, puis que je reste fermée par rapport à ça, puis que je veux juste cette promotion-là, puis il y en a une qui s'ouvre là, puis je reste fermée, mais je manque quelque chose.
C'est ça le mot, c'est opportunité. Il faut être opportuniste, d'accord? On s'entend là-dessus. Mais acheter un billet de loterie, il y en a des millions qui achètent ça, des billets de loterie. On ne peut pas tous gagner, on ne peut pas tous vouloir, on ne peut pas tous lâcher prise, parce qu'on va mettre le gouvernement en faillite. Si on se met tous à acheter, puis on gagne tous les bons numéros. Parce que moi, ce que je dis dans mon livre, c'est que le quoi, c'est dans nos mains. Nous, on décide le quoi, qu'est-ce que je veux. Moi, je veux de l'abondance financière, je veux une relation amoureuse. Donc, la commande, c'est dans mes mains. Le comment, c'est dans les mains de l'univers, puis le quand. Pour ce couple-là, ça s'est passé que c'est arrivé comme ça. Mais pour un autre, ça peut être seulement, je dis seulement, on n'est pas drôle, on n'est rendu pas à parler de seulement 100 000 $. C'est triste un peu, parce que, disons qu'on ne cracherait pas là-dessus. Oui, c'est ça, moi aussi, c'est correct si vous me faites le chèque à mon nom, c'est très, très accepté. C'est pas moi qui fais les chèques, c'est texte. C'est bon. Allez, donc, le comment... Ça va être un peu dans les mains de l'univers. Nous, on peut faire notre part par rapport à ça, puis le quand aussi. Donc, c'est comme un peu le jeu, la vie. Vous savez, on est là, life is a journey, la vie est un chemin, est un voyage. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte là-dedans, là. Puis il faut se souvenir d'une chose, la loi d'attraction, c'est une des choses qui existent dans l'univers. Il existe un paquet d'autres affaires qui vont venir travailler pour ou contre nous, là. Donc, il ne faut pas regarder ça comme étant la seule chose. Il y a d'autres possibilités, d'autres forces qu'on a intérieures aussi qui existent. Et moi, je me dis tout le temps, je me ramène toujours aussi, qu'est-ce qui est important, puis qui est le gros bon sens dans tout ça, que ce soit le secret, n'importe quoi qui a trait à la loi d'attraction, c'est juste d'apporter un peu plus de positif, un peu plus de joie dans notre vie. D'ailleurs, à la fin du livre, c'est ce qu'il dit, c'est le secret du secret. Si on parvenait à être heureux tout de suite, à apprécier ce qu'on a présentement, automatiquement, on se met dans une vibration qui est très différente. Et je pense, tantôt tu disais toutes les petites choses qu'on peut attirer. Il y a une dame, avant hier, qui m'écrivait, elle a fait son tableau de visualisation, comme il parle dans ça, et elle s'en va pour faire des photocopies parce qu'elle voulait faire des choses à diverses grosseurs. Elle avait une balançoire dans ses photos, puis la fille qui travaillait au photocopieur, elle lui dit: pourquoi vous avez ça? Elle dit: ben, c'est mon tableau de visualisation, c'est des choses que je veux. Elle dit: vous voulez une balançoire comme ça? Elle dit: ben oui. Ben, elle dit: mais j'en ai une, moi. Elle dit: avant, c'est aussi fou que ça. C'est ça. Puis moi, quand le livre est sorti... Mais là, c'est important, la visualisation. Le livre est sorti, mon livre est sorti il y a 8 semaines, puis je suis un nouvel auteur, là. Moi, je ne suis pas connue du tout. Ce que j'avais fait, j'avais découpé le palmarès de Renaud Bré, puis j'avais écrit le nom de mon livre. Puis là, j'avais dit: je veux-tu être en haut ou en bas? Là, j'avais dit: bon, je vais être à peu près là, puis il y avait de la place pour écrire mon nom. Fait que là, mon livre mon titre est assez long. J'ai écrit mon titre, je pense que je m'étais mis 23e, 24e. Puis là, vous êtes où, J'étais 25e la première semaine. Je suis pas un auteur connu. C'est sûr que le timing de tout ça était parfait, mais je le visualisais. Tous les matins, j'arrivais sur le comptoir de la cuisine, puis je regardais ça, ça me faisait rire. C'est ça, je vais vous demander ce que ça veut dire visualisation. Dans un journal de Montréal, ce matin, c'était écrit ils ont gagné parce qu'ils ont fait de la visualisation. C'est quoi ça? Comme les athlètes font, dans le fond. Le meilleur exemple, je trouve, c'est les athlètes qui, avant de faire, mettons, qui ont une course à faire, ils se voient la faire dans leur tête. Il y a aussi les 10 concurrents se voient faire la course puis se voient en train de gagner la médaille. Il y en a juste un qui gagne. Oui, mais c'est celui qui se voit le mieux? Oui, non, pas nécessairement. Moi, ce que je parle, il y a une étape que je parle beaucoup qui est importante pour moi, c'est d'éliminer les blocages. Parce qu'il peut y avoir des blocages, parce qu'on peut voir quelque chose, mais il y a des choses qu'on peut porter intérieurement qui va faire que ça va nous limiter par rapport à là. Alors, les 9 autres concurrents qui n'ont pas gagné, je ne sais pas ce qu'ils portent, eux. Mais l'avantage de visualiser, moi j'appelle ça la visualisation ressentie, c'est que je me projette comment je vais me sentir quand ça va être réalisé dans ma vie. C'est très amusant. Et je ramène ces émotions-là dans le présent. Donc, par exemple, si je veux l'abondance financière et que je suis capable de me projeter dans le futur puis de le sentir, je suis capable de me le ramener maintenant puis de dire: c'est comme ça qu'il faut que je me sente. Vous essayez de vous sentir comme si vous aviez 100 000 $ qui vous tombent dans les mains. Là, oui, tout à fait. Et il n'y a rien qui m'empêche Comment on se sent avec 100 000 $? Bien. J'en doute pas. Mais il n'y a rien qui m'empêche de ressentir ça maintenant parce que des émotions d'abondance, l'émotion d'abondance, le sentiment d'abondance, je peux le sentir ici et maintenant, même si je n'ai pas 100 000 $, parce qu'on en a de l'abondance. On en a de la joie. L'abondance, ce n'est pas que l'argent. Exactement, parce que moi, je peux porter mon regard vers ce qui me rend heureux, puis je peux porter mon regard vers ce qui me rend malheureux. Les gens qui se sentent malheureux dans l'âme et qui ne voient que du malheur, vont attirer le malheur? Oui. Parce qu'ils voient juste ça. Puis il y a probablement du bonheur alentour d'eux, puis ils ne sont même pas capables de le voir. Moi, j'appelle ça avoir une vision élargie, ou porter une paire de, les miennes sont rouges, là, mais une paire de lunettes roses. Puis c'est pas d'être naïf,
C'est juste quel regard. Non, mais quand vous êtes là-dedans, moi, j'ai pas de problème. Le positif attire le positif. Ouais. J'en reviens, mais c'est quand vous êtes rendu à demander des 2000$ puis qu'ils vous tombent dans le... Bien, écoutez, moi, si je vous racontais un peu mes histoires, vous diriez, ouais. Mais je peux vous dire une chose. Mais moi, je vous ai parlé quand je suis venue la dernière fois. Je fais beaucoup de travail intérieur pour m'aligner. Je précise ce que je veux. Je nettoie mes blocages. Je nettoie ce qui peut m'arriver. Après ça, je visualise. Je me centre sur le désir. Puis après ça, j'agis. OK. Je suis mes intuitions. Je vais faire une demande financière, je ne dirai pas laquelle, je l'ai dans ma tête. Puis l'année prochaine, je vous rappelle. Oh, quel délai vous Moi, donnez? mettons 3 mois, d'ici bon. septembre, octobre. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'aller défaire quand tu dis les blocages. Là. Oui. Ça, de se demander, OK, pourquoi c'est pas arrivé jusqu'à ça maintenant? marche pas de dire il est bloqué. Non, il on est n'a bloqué. pas... Non, oui, non, il est non. bloqué, là. On va Mais débloquez-moi tout de suite que j'ai travailler mon pendant la pause. Il faut y croire un peu, hein, M. Lévesque? Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas fermé à ce genre d'affaires-là. Le positif attire le positif là-dessus. Non, puis vous avez déjà des preuves dans votre vie. Et la preuve que je ne suis pas fermé, je vous invite quand même. Je pourrais dire tout ça, c'est zéro. Mais je pense qu'il y a un fond intéressant, mais pour le reste, là, pour gagner des millions, je ne suis plus là. Mais moi, ce que je voudrais que les gens retiennent par rapport à ça, c'est que l'attitude qu'on a vue avec ce couple-là, c'est une attitude qui va amener des choses bonnes. On oublie la loterie, là. C'est des choses il va apporter quelque chose de bon pour les gens. Puis moi, ce que je veux aussi que les gens retiennent de ça, c'est qu'il est possible, il y a des choses qui sont peu probables, qui ont quand même la probabilité d'arriver. Puis je veux pas qu'on reste avec l'idée de la loterie, mais on peut avoir des petits miracles dans notre vie, des choses qu'on croyait jamais qui nous arriveraient. Moi, j'ai senti la pulsion d'écrire ce livre-là très fort. Je devais écrire un livre sur l'intuition, puis j'ai dit à mon éditeur, il faut absolument que j'écrive ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'il sorte au printemps. Je ne savais pas, moi, que ça s'en venait en français. Mais on s'en reparle dans quelques mois. Okay? Merci à vous deux. Vous avez votre livre, Que la force d'attraction soit avec toi, qui est rendu en quelle position maintenant? Cette semaine, 2e Archambault et 15e, mais j'ai été premier Archambault, 3e Renaud-Bré. Alors, ça va mieux encore que ce que vous aviez demandé? Oui, depuis le début, c'est sur la liste des best-sellers. C'est rendu après 8 semaines un best-seller. Donc, Puis je vais vous dire que moi, je travaille beaucoup avec ça. Je suis comme Christine. Et Christine fait des conférences le 26 mai à Québec et le 9 juin à Montréal. Merci à vous deux. Merci Christine qui collabore à l'émission Salut Bonjour. Le dossier de J.A. sur les aliments cachers dans les supermarchés a fait jaser beaucoup. Alors, il y a des millions de dollars qui sont dépensés au Québec pour que les aliments soient cachers. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment cachère? Quels sont les rites? Michel Jean et un rabbin vont répondre à toutes vos questions au retour. Exaspéré de combattre les poils disgracieux du visage? Alors mettez de côté pince à épiler et miroir parce que maintenant, c'est facile avec Tweezy. Tweezy est une incroyable innovation qui non seulement enlève automatiquement les poils disgracieux, mais les empêche de repousser durant des semaines. Garantie. Le secret, c'est la technologie brevetée de Tweezy qui attire les poils de tous les angles comme un aimant, éliminant pratiquement tous les poils sous son passage. Et c'est 30 fois plus rapide qu'une pince à épiler ordinaire. Et contrairement aux rasoirs et aux tondeuses de précision qui laissent de déplaisantes repousses rugueuses, Tweezy déracine les poils pour des résultats sans souci qui dureront des semaines durant. Regardez, nous avons utilisé une tondeuse de précision sur un côté du menton et Tweezy sur l'autre. Et voyez, le côté Tweezy est encore plus doux, même après 6 semaines. Il n'y a jamais rien eu de semblable. Si vous avez des poils superflus, Tweezy peut les enlever. J'utilisais une tondeuse de précision à tous les jours. Il y a 6 semaines, j'ai essayé Tweezy sur le contour de mes lèvres et c'est encore très doux. C'est parfois difficile de voir si j'ai réussi à éliminer tous les poils de mon visage, mais avec Tweezy, je sais que tous ces poils embarrassants ont disparu pour plusieurs semaines. Des pieds et plus encore. Je veux dire, à un moment donné, les compagnies comme... T'es terrifiée. Le lard est...
l'ensemble de la chaîne de production. Ça veut dire, par exemple, que tout le monde en bas doit payer. Les transporteurs, entre autres, on avait parlé avec un transporteur, lui, il y a des camions citernes. Donc, ces citernes doivent être cachérisées parce qu'ils transportent de l'huile végétale pour des grandes compagnies comme, par exemple, Kraft, entre autres, mais d'autres aussi. Et elles exigent que les citernes soient cachères parce que leurs produits sont cachers. Et donc, il y a des coûts reliés à ça pour l'entreprise. Ce sont des petites entreprises. On avait l'exemple du miel Labonté. M. Labonté est obligé de créer un demi-poste de plus. Ça entraîne des frais de 30 000 par année pour une petite entreprise qui a une trentaine d'employés. Alors, en même temps, si les entreprises ne font pas ça, elles perdent des gros clients. Donc, il y a une pression pour devenir cachère. Et évidemment, donc, ces coûts-là, est-ce qu'on est capable de les quantifier? On sait que c'est des millions de dollars. C'est dur de dire, à un moment donné, les pâtes cachères coûtent-elles plus cher? Non. Mais ces millions de dollars-là, et ça, c'est un expert, et même le rabbin à qui on avait parlé, le rabbin Bannon, nous dit, écoutez, ces frais-là, les entreprises ne font pas des millions de dollars de moins. Ils sont redistribués et au bout du compte, ce sont les consommateurs qui payent. Mais en amont de la chaîne de production, nous, quand arrivent justement ces pâtes alimentaires, elles ont été transportées. Il a fallu que le transporteur l'huile qu'il a utilisée soit cachère, les produits. Les produits. Alors, tout le monde a payé sa petite part. Au bout du compte, ça fait quand même une part du prix final qui est assumée par le consommateur. Bien, au bout du compte, je veux dire, à un moment donné, les compagnies comme Kraft font pas moins de profit parce que leurs produits sont cachers. Les compagnies comme le miel La Bonté font pas moins de profit parce que leur miel est cachère. Alors, à un moment donné, ils vont... Mais c'est nous qui payons un petit peu plus cher. Et, voilà. Et d'ailleurs, c'est le principe même de la cachérisation ici en Amérique. C'est la même manière ici qu'aux États-Unis. En Europe, par exemple, les produits, une chaîne de... Les pâtes, par exemple, vont faire des pâtes cachères pendant une certaine période de temps. La chaîne de production produit des produits cachers qui sont identifiés cachers et vendus comme tels. Ici, on a plutôt choisi de cachériser les chaînes de production. Alors, ce qui fait en sorte qu'on répartit les coûts de la cachérisation sur l'ensemble de la chaîne, donc tout le monde paye un peu. Mais par contre, au lieu que ce soit juste le produit cachère qui le principe assume de l'utilisateur lui-même. Et voilà. Donc, ça rend les produits cachers plus abordables, mais en même temps, la question que ça pose, c'est est-ce que ça tout le monde a payé? Est-ce que le gouvernement a un mot à dire là-dedans ou si non, c'est la concurrence. D'ailleurs, il y a eu tellement de réactions à la suite de ce reportage-là. On en continue d'en recevoir encore. Et aujourd'hui encore, j'avais quelqu'un du MAPAC qui me disait, écoutez, on a les gens qui nous appellent et qui disent que le MAPAC devrait faire quelque chose. C'est pas une responsabilité du ministère. C'est une décision des entreprises. Il n'y a personne qui les force à offrir des produits cachers. Elles le font parce qu'elles estiment que c'est rentable. Évidemment, et on dit les gens n'ont pas le choix, mais à un moment donné, quand 75 des produits sont, jusqu'à 75 sont cachers, est-ce que le consommateur a le choix? Et il y a une pression aussi, visiblement, aussi dans les supermarchés. Les gens nous disaient, par exemple, que pour vendre leurs produits sur les étagères d'un supermarché, bien souvent, il y a une incitation à être cachère. Donc, il y a une pression. Donc, ça veut dire que, par exemple, l'Oblast va demander que vous soyez cachère pour que vous ayez accès à ces tablettes. Bien, entre autres, M. Labonté nous disait, nous, dans le reportage, si on n'est pas cachère, on ne serait pas sur les étagères de l'Oblast. Mais l'Oblast, on dit, nous, écoutez, on a plein de produits. Alors, si vous voulez venir sur nos étagères, vous devez avoir une valeur ajoutée, avoir quelque chose de plus. Donc, c'est une incitation à être cachère à ce moment-là. Alors, ça suscite un tas de questions. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Au revoir. Alors, pour essayer de comprendre davantage comment tout ça fonctionne, je reçois le rabbin David Sabat, qui est le grand rabbin du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez? Parce qu'on a eu vraiment beaucoup de courriels là-dessus. Aux gens qui disent on n'a pas à payer pour des produits qui sont liés à une religion, quand on n'est pas membre de cette religion-là. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, il y a le marché qui est libre. Il y a les mêmes produits qui se trouvent cachers ou non cachers. Il se trouve que peut-être la qualité-prix est importante. Et je dirais autre chose. Le fait d'être cacher, c'est un plus. Un plus parce qu'il y a un surveillant qui va s'assurer que tous les ingrédients, que toutes les composantes du produit sont absolument bons au niveau de la santé, au niveau des valeurs religieuses également. Mais il y a déjà des inspecteurs du ministère qui sont là pour nous assurer cette qualité-là. On n'a pas besoin d'un autre inspecteur. C'est pour cela que je dis que c'est un plus également. Je vais vous donner un exemple. À un certain moment, il y a une vingtaine d'années, il y a eu de la viande avariée qui a été sur le marché. En Amérique et ici, ils se sont rabattus sur la viande cachère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que là, il n'aurait pas eu une possibilité d'écouler un produit qui ait pu échapper à la surveillance bien précise du contrôleur et du masquillage. Alors, vous dites qu'il y a des avantages, sauf que la question qui se pose, il y a 100 000 Juifs au Québec, on nous dit qu'il y aurait 35 000 personnes qui suivraient l'alimentation cachère. C'est pas beaucoup de monde.
ça fait beaucoup de brasses camarades pour 35 000 personnes. Et des coûts inhérents qui sont énormes aussi pour 35 000 personnes. Bien, alors je vous dis, si une entreprise fait une étude de marché et qu'elle trouve son compte en demandant au cachère de donner une certification, c'est qu'elle a bien pesé le pour et le contre d'aller avec le cachère ou non. Ça veut dire qu'elle va se retrouver avec les 35 000 qui vont pouvoir consommer ces produits. C'est un apport de plus également pour elle. Mais vous parlez de liberté, sauf que Michel nous a expliqué que c'est peut-être pas si libre que ça, dans la mesure où là, au Blas, ils disent ben, si vous n'êtes pas cachère, je ne vous vendrai pas. Kraft dit aux petites entreprises, vous n'êtes pas cachère, moi je ne vendrai pas. Donc, c'est comme si les gros imposaient leur volonté aux petits. Donc, dans la mesure où vous avez les gros de votre côté, vous êtes capable un peu d'imposer la volonté aussi. Si vous avez fait un tour à l'Oblast, vous verrez qu'il y a une section qui est cachère. C'est-à-dire, pour être dans cette section, il faudrait absolument être cachère. Mais vous avez tout aussi bien la liberté d'être pris dans un autre rayon. Je ne pense pas qu'il y ait je ne sais pas, ni un contrôle, des directives qui sont données pour empêcher qui que ce soit de rentrer. Alors pourquoi pas faire comme en Europe? Michel nous expliquait qu'en Europe, il y a des chaînes de production qui sont exclusivement cachères, donc le prix sera plus élevé. Alors s'il y a des biscuits soda cachères, on va les payer un petit peu plus cher, on va payer le rabbin puis l'inspecteur juif, alors que l'autre chaîne de production, ça va être juste des biscuits soda ordinaires. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Bien, écoutez, c'est l'entreprise qui finalement va décider si elle doit avoir un département cachère, uniquement cachère, avec le produit, appelez-le comme vous voulez, de manière à le différencier de l'autre produit qu'elle produirait dans le système général. Ça, c'est une affaire de l'entreprise. Jamais on n'a vu une certification cachère aller solliciter ou faire de la pression sur une entreprise pour pouvoir devenir cachère. Si l'entreprise reçoit des appels pour être cachère, ça, c'est elle qui a décidé par la suite. Alors, si vous voulez, on va faire une pause. On a eu beaucoup de questions par courriel, des gens qui techniquement se posent des questions. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est cachère? Qu'est-ce qui n'est pas? On va se retrouver après la pause. À tout de suite. pour imprimer tous les livres en noir et blanc que nous éditons. Au total, 1 milliard de pages seront imprimées annuellement. Eric? Réveille-toi. Hé! Réveille-toi. Regarde qui est là. Maman? Oui. Oh, oui, c'est maman. Oh, viens là. Oh, je suis revenue. Je suis revenue. Maman? Oui, moi chérie. Ta maman est revenue. Je t'aime très fort, mon ange. Je t'aime très fort. Je vous aime à la folie.